Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé de la catastrophe de Nedelin, l'explosion en 1960 d'un missile dû à la négligence de quelques hauts dignitaires soviétiques qui voulaient cirer les pompes du Kremlin au mépris de la sécurité de leurs subordonnés et d'eux-mêmes. Cet accident est peut-être la pire catastrophe de l'histoire de l'aérospatiale. Peut-être parce que le régime soviétique n'a pas exactement fait preuve de transparence quant au nombre de victimes, qu'on estime à 120 avec à peu près autant de blessés. Mais peut-être aussi parce qu'en 1996, une autre explosion a eu lieu, en Chine cette fois, et que là encore, la transparence n'est pas leur fort, et que si on ignore le nombre réel de victimes, il pourrait bien être 3 ou 4 fois supérieur à celui de la catastrophe de Nedelin. Petit point balistique avant de commencer. Pour placer une charge en orbite, il faut lui donner la vitesse faramineuse de 7,8 km/s, soit 28 000 km/h. Et pour ça, il faut une grosse fusée avec des gros moteurs et de gros réservoirs. Et tout ça, ça coûte cher. Donc si on peut faire quelques économies, on crache pas dessus. Or, sur ces 28 000 km/h, il est possible d'en avoir 1500 gratuits. En effet, la Terre tourne sur elle-même à peu près cette vitesse-là à l'équateur. Je laisse juste 2 secondes aux platistes pour encaisser la nouvelle. Donc, si vous décollez de l'équateur dans le sens de rotation de la Terre, vous bénéficiez de son effet de fronde. Évidemment, c'est pas toujours possible. Parfois, vous voulez placer un satellite en orbite polaire ou dans le sens de rotation opposé à celui de la Terre. Et là, vous n'avez pas le choix, va falloir cramer du fioul. Mais la plupart du temps, c'est quand même plus pratique de profiter de cet effet de fronde. Et bien entendu, il est à son maximum près de l'équateur et moindre à des latitudes plus élevées. Encore une fois, je laisse un instant pour laisser les platistes respirer un bon coup. Historiquement, les 3 plus grandes puissances spatiales sont les États-Unis, l'ex-URSS et, cocorico, la France. Alors en vrai, il faudrait dire l'Europe, mais la France à elle toute seule porte le plus gros du truc sur ses épaules, donc on fera de la diplomatie plus tard et cocorico. Et donc si vous jetez un œil aux principaux sites de lancement de ces 3 pays, vous pouvez constater 2 choses. Premièrement, ils sont placés le plus près possible de l'équateur. Les États-Unis se sont installés en Floride, qui fait partie de ses territoires les plus méridionaux. L'ex-URSS décolle depuis le Pakistan, qui était en URSS lors de la création du site de Baïkonour, et la France décolle depuis la Guyane. Ensuite, à l'est de ces sites de lancement, il n'y a rien, ou presque. À l'est de la Floride, il y a la même chose qu'à l'est de la Guyane, l'océan Atlantique. Pour l'URSS, c'était un peu plus compliqué, ils n'avaient pas vraiment d'océan accessible, mais à l'est de Baïkonour, il y a des milliers de kilomètres de steppes. Pourquoi ? Parce que des fois les fusées, ça décolle bien, et des fois, ça décolle pas très bien. Et quand ça retombe, ça peut être bien que ça arrive là où il n'y a personne en dessous. D'autant que souvent, ça retombe et c'est normal. Je pense bien entendu aux étages vides qui sont largués et qui n'arrivent jamais jusqu'à l'orbite. Les soviétiques étaient aussi contents que leur bout de fusée retombe à domicile, comme ça les ricains pouvaient pas mettre leur paluche dessus. Alors que eux, ils rôdaient dans les eaux internationales à la recherche de la moindre info sur les technologies américaines. Donc en gros, un bon site de lancement se trouve près de l'équateur et avec du rien à l'est. Contre-exemple, les États-Unis ont un site de lancement en Californie. Il est certes le plus au sud possible, mais il y a un petit truc insignifiant à l'est qu'on appelle les États-Unis. Sauf que ce site-là, il sert justement au lancement sur des orbites opposées au sens de rotation de la Terre, donc pour des décollages qui ont lieu, encore une fois, au-dessus de l'océan. Mais depuis quelques décennies, un 4e pays se fait une place dans le game, la Chine. Aujourd'hui, c'est le 2e pays derrière les États-Unis qui injecte le plus de pognon dans son programme spatial. Or, ce programme spatial date des années 50 et de Mao. Et à l'époque, son intérêt, c'était pas d'aller dans l'espace, mais de devenir une puissance nucléaire capable de tenir tête à l'URSS et aux États-Unis. 3 sites ont donc été choisis pour y installer leurs infrastructures, et leurs critères étaient avant tout stratégiques, notamment le fait d'être loin des frontières par où une puissance étrangère aurait pu entrer avec des forces armées pour les neutraliser. Mais du coup, ils ne sont ni très au sud, ni très à l'ouest de rien. C'est même plutôt le contraire. La Chine possède bien depuis 2016 un nouveau site de lancement, développé depuis un ancien site de test de vol suborbitaux dans la province du Hainan, qui est à la fois au sud et à l'ouest de la mer.
Mais à l'heure où j'écris ces lignes, seuls 18 tirs ont été réalisés là-bas. Faut dire que le site a été conçu pour le lancement de la nouvelle Longue Marche 5, mais pas le reste des fusées plus anciennes qui sont toujours tirées depuis l'intérieur des terres. Et le truc, c'est que la Chine semble s'en battre totalement les couilles des conséquences de ces lancements. Voici un premier étage qui retombe dans une zone habitée en tuant du monde au passage et qui évite de peu une école. Ah ouais, au fait, pause. Dans la vidéo sur la catastrophe de Nedlin, je vous ai parlé des ergols hypergoliques et de leur dangerosité. Je vous ai dit aussi que la Chine les utilisait toujours. Bon, vous voyez cette belle fumée orange? Ça, c'est les résidus hautement toxiques de la combustion de l'hydrazine. Et ces accidents sont fréquents. Mais tout ce que fait le gouvernement chinois, c'est de filer des tracts aux habitants des villages qui se trouvent sur les trajectoires de tir en disant, en gros, si vous voyez un truc tomber du ciel, essayez de pas rester en dessous. Oui, enfin là, c'est pas juste un truc qui tombe du ciel, hein, c'est un truc qui tombe du ciel sans prévenir et qui explose. Ça s'appelle une bombe. C'est pas connu pour être facilement évitable. Esquive la balle! Ouais, je crois pas que... Et si je voulais pousser le bouchon un peu plus loin, je dirais même que ce sont des armes chimiques. Si tu respires le nuage rouge, là, c'est le dernier truc que tu fais de ta vie. Alors, c'est vrai que nos gouvernements occidentaux ont une fâcheuse tendance à balayer sous le tapis des trucs qui sont pas forcément dans l'intérêt de quelques grands groupes industriels dont les patrons sont les copains de nos dirigeants. Oui. Mais là, le bas les couillomètre est clairement au zéro absolu en ce qui concerne la sécurité des gens. Et en plus, ça se voit. Remontons maintenant jusqu'à 1986 et l'explosion de la navette Challenger. Alors on va pas s'attarder là-dessus, c'est juste que jusque-là, la NASA se servait des navettes pour mettre en orbite des satellites privés. Mais à partir de là, elle a stoppé cette activité. Et quiconque voulait mettre son satellite de télécom en orbite devait alors faire appel à Arianespace, Roscosmos ou le programme spatial chinois. Et les Chinois, par rapport à la concurrence, ils sont pas chers. Mais ça vient pas de nulle part. En effet, il y a 30 ans, les installations et les fusées chinoises, c'est pas oufissime. Et les officiels américains en déplacement en cette veille du Nouvel An chinois, en ce 15 février 1996, rapportent que, les installations font... made in China, quoi. En effet, les ingénieurs de Space System Loral, une entreprise américaine, se trouvent à 60 km de la ville de Xichang dans le sud-ouest de la Chine pour assister à la mise en orbite par la Chine de leur satellite Intelsat 708, un satellite de télécommunication, par la toute nouvelle fusée Longue Marche 3B qui effectue son vol inaugural. Le décollage est retransmis en direct sur CCTV, la télévision chinoise, et par le réseau Intelsat aux États-Unis. Il est 3h01 du matin, heure locale. L'enquête menée après le crash révélera qu'un défaut dans une soudure dans l'alimentation du système inertiel provoqua sa malfonction. Le système inertiel d'un lanceur, c'est le dispositif qui lui dit dans quelle direction il est orienté. Ça peut s'avérer pratique pour diriger le bout pointu vers le haut. Mais 2 secondes après le décollage, ce système foire et le lanceur, désorienté, pousse ses cardans à fond sur le côté. Un cardan, c'est un système monté en amont des tuyères d'un moteur et qui permettent de l'orienter. En gros, si la fusée penche à gauche, on oriente un peu la tuyère à droite pour la redresser. Et là, on voit clairement que la poussée est orientée de côté. La fusée part donc à l'horizontale. Cette vidéo a été prise sur le toit du centre de contrôle vers lequel fonce la fusée. On peut encore voir des tentatives erratiques du système de guidage pour orienter l'engin. En vain. Après 22 secondes de vol quasi horizontal sur près de 2 km, la structure du lanceur, qui n'est pas faite pour résister à un pareil traitement, cède et l'engin explose en percutant le sol.
Celle-ci est prise depuis le centre technique. Si la vidéo s'arrête juste après l'explosion, c'est parce que le caméraman, d'après ses dires, a été jeté au sol par l'onde de choc. Normalement, quand un lanceur part en couille, on lui envoie un ordre d'autodestruction. Mais sur les lanceurs chinois, ou au moins ceux de l'époque, cette commande était inhibée pendant les 15 premières secondes du vol pour protéger les installations au sol. Pourquoi le lanceur n'a pas été détruit dans les 7 secondes qui ont suivi ce délai et précédé son crash? Mystère et port au caramel. À la suite de ce crash, les compagnies d'assurance américaines pressent la Chine de mener une enquête et s'en mêlent rapidement quand elles trouvent que les conclusions chinoises sont un peu légères. Il se trouve qu'il y a d'autres vols prévus derrière, impliquant des satellites américains, et ils aimeraient bien qu'ils ne finissent pas de la même manière. Le problème, c'est que, comme tout le monde va mettre le nez dans ce qui a merdé, beaucoup de documents techniques vont métaphoriquement traîner sur la table. Et 2 ans après l'accident, un rapport américain va accuser la Chine d'avoir profité de la situation pour mettre la main sur des données sensibles protégées par les États-Unis. Notamment des systèmes de guidage qui ont pu finir dans des missiles nucléaires chinois. Autant vous dire que ça n'a pas trop plu à l'oncle Sam, qui est devenu extrêmement strict sur l'export de matériel high-tech sensible. Ceci n'a pas non plus joué en faveur de la Chine, qui a été mise au banc du marché spatial, et ses rentrées d'argent en moins ont, à l'époque, mis un bon coup de frein au programme spatial chinois. Mais le plus gros scandale n'est pas là. Car jusqu'ici, on sait que le lanceur s'est écrasé sur une zone habitée, mais officiellement évacué. Au pied du site de lancement se trouve un village, avec hôtel, hôpital, quelques commerces, bref, tout ce qu'il faut pour loger les techniciens du site et de possibles visiteurs. Les officiels étaient tenus d'être évacués pendant le lancement. 6 ont refusé cet ordre et sont restés sur place et constituent le bilan officiel de 6 morts lors du crash, plus 57 blessés, la plupart légers. Mais le 23 mars, la télé israélienne Channel 2 diffuse une vidéo fournie par un ingénieur qui se trouvait sur place. Celle-ci montre l'ampleur de la dévastation. Peu à peu, des témoignages fleurissent ça et là. Un ingénieur américain, Bruce Campbell, qui était présent sur le toit du centre de contrôle pendant le lancement, raconte que tout s'est bien passé pendant le compte à rebours, si on exclut 2 interruptions inexpliquées, dont une à moins d'1 minute du lancement. Alors que le lanceur n'a même pas dégagé sa tour ombilicale, il part à l'horizontale et fonce vers le centre de contrôle avant de s'écraser et, je cite, de changer la nuit en jour. Le souffle jette plusieurs personnes à terre et en assourdit d'autres. Les bris de glace et autres débris volent un peu partout et le complexe est plongé dans le noir. La vague de chaleur fait exploser la grande verrière qui servait à observer le décollage depuis le bâtiment. Dans l'instant qui suit, tout le monde se rue à l'intérieur du building. Et oui, un gigantesque nuage toxique se trouve à 2 km de là. On les fait descendre dans le bâtiment de stockage du carburant, le mieux protégé du complexe, dont on coupe les arrivées d'air. Heureusement, le vent souffle dans la direction opposée. Néanmoins, les équipes américaines restent confinées jusqu'au petit matin. Mais Campbell et d'autres craignent que les Chinois ne les gardent là pour avoir le temps de nettoyer le site du crash sans témoins gênants. Alors ils sortent, prennent des vélos et redescendent à leur hôtel qui se trouve dans la zone habitée où le crash a eu lieu. Alors qu'ils s'approchent, l'ampleur de la dévastation leur saute à la figure. Dans la zone résidentielle, rien n'a échappé au souffle de l'explosion. Sur le site du crash, plusieurs cratères ont percé des trous dans le granit de la colline voisine et enterré le chemin de fer en contrebas sous une grande couche de terre et de débris. L'hôtel, ainsi que le dortoir des équipes chinoises, à 60 mètres de l'épicentre, ont pris le souffle de plein fouet. Les bâtiments étaient toujours debout, mais pas une fenêtre, pas une porte ou un meuble n'avait survécu. Quant au commerce situé juste à côté, ils avaient été tout bonnement rasés, comme de nombreuses maisons sur des centaines de mètres. Mais là où ça devient troublant, c'est quand 2 témoins rapportent avoir vu des dizaines d'ambulances, ainsi que des camions, dont les plateaux étaient couverts de trucs, pudiquement recouverts par des bâches, sans compter les centaines de soldats chinois qui arpentaient la zone. Techniquement, personne ne peut affirmer avoir vu des cadavres, et les témoins qui affirment avoir vu les camions bâchés sont restés anonymes. Mais Campbell affirmera encore que le soir avant le décollage, des centaines de personnes s'étaient amassées à l'entrée du site pour regarder le lancement. Entrée du site située juste à côté. Alors, permettez-moi une petite parenthèse. Si vous voulez voir partir une Ariane à Kourou, le site d'observation le plus proche, réservé aux VIP qui ont réservé leur place, est à 5 km du pas de tir.
En dessous de cette distance, ça se passe en bunker. Le site librement accessible au public le plus proche est à plus de 12 km. Voilà, maintenant que ça c'est dit, je vous remontre la carte du site. La zone bleue, c'est la zone fermée lors du lancement. Les zones vertes sont des villages avoisinants. Bas les couilles de la sécurité des gens. De toute façon, on a 1 milliard de pecnos, on peut bien en perdre quelques-uns. Alors évidemment, une fois ces témoignages rendus publics, les Chinois nient tout. Y compris la présence du caméraman qui a filmé les images du village détruit. À leur décharge, ils disent peut-être la vérité. Peut-être que les curieux amassés à l'entrée ont été virés avant le tir. Peut-être que le village rasé avait été évacué de ses habitants. On ne sait pas. Et on n'a techniquement aucune preuve du contraire. Par contre, on a des témoignages d'habitants des villages voisins qui disent être évacués lors d'un lancement. Les autorités chinoises affirment que les camions transportant des trucs pudiquement cachés par des bâches transportaient en fait des documents importants récupérés dans les bâtiments touchés par l'explosion. Et on n'a aucune preuve du contraire. Ceci dit, le gouvernement chinois n'est pas connu ni pour sa transparence, ni pour son respect de l'individu en face des enjeux étatiques. Et le truc, c'est que quand tu prends ton pote la main dans le pot de Nutella et qu'il accuse le chien, la prochaine fois que tu le verras la tronche barbouillée, t'auras du mal à croire à un malheureux concours de circonstances, même si le pot de Nutella n'est pas dans son immédiate proximité. Bah le gouvernement chinois, il fait un peu cet effet-là quand même. Donc, combien y a-t-il eu de morts en cette nuit du 15 février 1996 ? Peut-être qu'il y en a eu 6, ou peut-être qu'on ne le saura jamais. Moi je suis youtubeur. J'ai passé quelques jours à glaner des trucs sur cette histoire pour en faire une vidéo. Mais il y a des enquêteurs, amateurs ou non, intéressés ou non, des journalistes, des locaux en recherche de vérité, qui se sont penchés là-dessus pendant des mois, voire des années. Et le truc, c'est que leurs estimations s'échelonnent entre deux extrêmes. Pour les uns, avec la progressive libération de la parole en Chine, qui est encore certes très réfrénée, mais néanmoins beaucoup plus libre qu'il y a quelques décennies, sans compter les forums pas très légaux, c'est étonnant que rien de plus concret n'ait fuité. Et donc, d'après eux, le bilan officiel pourrait être relativement proche de la réalité. Pour d'autres, les Chinois ont balayé le merdier sous le tapis et leurs chiffres vont de 500 à 1000 habitants dans la zone à l'époque, dont de nombreux paysans ou artisans totalement étrangers aux activités spatiales, et du coup, entre 300 et 500 morts. S'ils ont raison, ce crash éclipse totalement la catastrophe de Nedlin, pour laquelle le bilan d'environ 120 morts semble plutôt fiable, en tant que pire catastrophe de l'histoire de l'aérospatiale. D'ailleurs, en URSS, même le bilan officiel faisait quand même état de 92 morts. Donc, qui dit vrai, qui dit de la merde ? Honnêtement, sur ce coup-là, si j'essaye de pas foutre mon esprit critique au placard, j'ai quand même un léger doute qui plane. Pour mes biais sur le sujet, on va pas se mentir, je déteste les cocos. Ils sont dictatoriaux, propagandistes, génocidaires et mentent éhontément, même pris la main dans le sac. À titre purement personnel, je pense qu'ils valent pas mieux que les nazis. D'ailleurs, statistiquement, en nombre de cadavres qu'ils ont sur les bras, ils sont bien pires. Mais curieusement, sur YouTube, n'en déplaise à certains, ils sont bien plus durs à critiquer sans se prendre des ouin-ouin en commentaire. Les régimes communistes présents et passés ont fait passer l'intérêt de l'État avant celui de l'individu. Dans une certaine manière, c'est vrai aussi dans une société occidentale, mais pas au point de balancer des étages de fusées sur les civils devant tout le monde ou de vider des pays entiers de leur population. En ce moment même, la Chine génocide les Ouïghours, une peuplade musulmane turcophone. Et évidemment, on parle pas de tout le reste, comme le grand bond en avant de Mao. C'est juste que ça fait un sacré paquet de traces de Nutella sur la tronche et sur les avant-bras pour ne pas être au moins un peu suspicieux quand les officiels disent de circuler parce qu'il n'y a rien à voir. Mais en même temps, je suis obligé de dire qu'on n'a pas un seul témoignage rapportant la présence d'un seul cadavre suite à ce crash et qu'on n'a même pas l'identité des témoins qui disent avoir vu les camions bâchés. Bah oui. Donc honnêtement, sur ce coup-là, même si je pense encore une fois à titre personnel que le bilan réel est supérieur aux 6 morts officiels, je préfère m'abstenir d'une conclusion péremptoire et je vous invite à en faire de même. Je sais très bien que nombre d'entre vous vont vouloir donner leur avis en commentaire, faites-le, mais avant, dites-vous bien que si votre connaissance du sujet se résume à cette vidéo,
vous n'avez pas assez d'infos en votre possession pour tirer une conclusion définitive sur ce qui s'est passé. Si vous décidez de le faire quand même, vous n'êtes pas dans une démarche sceptique, vous êtes dans une démarche de croyant, susceptible de laisser vos opinions prendre le pas sur les faits. Alors bon, par contre, si vous avez une connaissance approfondie du sujet, évidemment, je suis preneur de vos remarques et d'éventuels arguments complémentaires, parce que moi-même, j'aimerais me faire un avis plus marqué. Mais en attendant, levez les yeux au ciel, faites gaffe à ce qui en tombe, et soyez astronogeek. À la revoyure.